À 79 ans, Hervé Villard ne vit pas comme l'icône yéyé des années 60 que l'on imagine encore sur scène avec une énergie débordante et des foules hystériques. Il vit comme un homme qui a traversé l'enfer absolu, qui a touché le fond du désespoir à plusieurs reprises, qui a été brisé par la vie, mais qui s'est relevé à chaque fois avec une dignité et une élégance qui forcent le respect. Loin des paillettes, loin du tumulte de Paris la nuit, il a choisi le silence, la poésie, la mémoire. Son refuge n'est plus l'ancien presbytère de la Solette qu'il a restauré pierre par pierre pendant 7 ans et qu'il a fini par vendre en 2016, trop lourd de solitude après la mort de ses chiens bien-aimés. Aujourd'hui, c'est un appartement discret dans le 5e arrondissement de Paris, près de la Sorbonne, rempli de milliers de livres rares, de souvenirs accumulés au fil des voyages, et surtout d'une collection folle et assumée. Plus de 400 foulards Hermès, ces carrés de soie qui valent une petite fortune et qui nouent autour de son cou comme une armure de beauté contre le monde. Il écrit des poèmes qu'il n'envoie jamais, il lit Marguerite Duras à la lueur d'une bougie, il promène ses nouveaux chiens dans les jardins du Luxembourg, il se souvient de tout. Et derrière cette paix durement conquise se cachent des histoires que peu de gens connaissent dans leur totalité. Une enfance volée dans les orphelinats, des abus qui laissent des cicatrices indélébiles, 2 grands amours de femmes qui lui ont fait rêver de paternité et que la mort lui a arraché dans des circonstances tragiques, une homosexualité assumée dès les années 60 quand c'était un acte de courage suicidaire. Une carrière phénoménale qui a fait de lui une star planétaire, et une fortune confortable. Autour de 3 à 4 millions d'euros selon les estimations sérieuses, gérées avec une sagesse presque monacale. Mais avant de plonger au cœur de cette existence hors norme, de cette vie qui ressemble à un roman de Balzac matiné de tragédie grecque, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Parce qu'on raconte ici les vraies histoires des légendes de la chanson française. Celles qui font mal au cœur mais qui élèvent l'âme. Sans filtre, sans mensonge, avec toute la vérité qui brûle et qui illumine, et croyez-moi, vous ne voulez vraiment pas manquer ce qui va suivre. Tout commence le 24 juillet 1946, dans un taxi parisien qui file à toute allure vers l'hôpital Saint-Antoine. Blanche, la mère d'Hervé Villard, vendeuse de violettes devant les théâtres, accouche sur la banquette arrière. Le père, un marin corse dont on ne saura jamais rien, qui disparaît avant même que l'enfant ouvre les yeux sur le monde. Très vite, la vie devient un cauchemar sans fin. Blanche sombre dans l'alcoolisme, un voisin la dénonce à l'assistance publique, et à 6 ans seulement, René Villard, son vrai nom, est arraché à sa mère. Direction l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul à Paris, un endroit gris et froid où les religieuses appliquent une discipline qui n'est rien d'autre que de la violence pure. Des abus physiques, des abus sexuels que l'enfant subit en silence, des nuits où il pleure sans que personne ne vienne. Il fuit, on le rattrape, on le place dans une autre institution, puis une autre, 7 foyers au total. Il erre dans les rues de Paris, mendie, survit comme il peut. À 9 ans, il atterrit dans le Berry, à la Solette, un minuscule village du Cher perdu au milieu des champs. Et là, pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui tend vraiment la main. L'abbé Anthony Engrand, un prêtre exceptionnel, intelligent, humain jusqu'au bout des doigts, le prend sous son aile. Il l'installe au presbytère, lui offre des livres, Stendhal, Rimbaud, Baudelaire, lui apprend la musique, la poésie, la beauté du monde. René lit sur la margelle du puits, sert la messe, découvre qu'on peut rêver même quand tout semble perdu. L'abbé Engrand devient son père spirituel, son sauveur absolu. Sans lui, Hervé Villard n'aurait peut-être jamais existé. Il lui fait même rencontrer sa mère biologique une dernière fois avant qu'elle ne disparaisse complètement. À 16 ans, René fuit pour de bon. Direction Paris. Il dort sous les ponts de la Seine, fouille les poubelles des restaurants, travaille comme garçon de course, vend des disques dans une boutique du quartier latin. Il fréquente les milieux artistiques, chante dans les cabarets. Un jour, il rencontre Daniel Cordier, ancien secrétaire de Jean Moulin, héros de la Résistance, galeriste célèbre qui reçoit Malraux, Aragon, les plus grands. Cordier est touché par ce gamin farouche, brillant, blessé. Il l'adopte légalement en 1962, devient son tuteur, lui ouvre les portes d'un monde qu'il n'aurait jamais osé imaginer. René retire un L à Villard pour que ça tienne mieux sur les affiches, ajoute Hervé parce que ça sonne comme ses initiales Hervé. Il prend des cours de chant, écrit ses premières chansons. En décembre 1964, il signe chez Mercury Records. Son premier 45 tours passe inaperçu, mais il refuse d'adapter des tubes américains comme on le lui demande. Il veut ses propres mots, sa propre voix. En juin 1965, il sort Caprice et fini. À 19 ans à peine, il explose littéralement. 3 300 000 exemplaires vendus rien qu'en France, des millions dans le monde entier. La chanson devient un phénomène planétaire, passe en boucle à la radio, fait hurler les filles dans les salles. Du jour au lendemain, il devient une star absolue. Les couvertures de Salut les copains, les émissions télé, l'Olympia qui affiche complet. Suive-nous, reviens, mourir ou vivre, Sayonara,
méditerranéenne, des tubes qui s'écoulent par millions. Il remplit les salles en France, mais c'est en Amérique latine qu'il devient un dieu vivant. Mexique, Argentine, Chili, Brésil. Les stades sont pleins à craquer, les foules hurlent son nom comme s'il était un prophète. L'argent coule enfin à flot. Grâce à Caprice et Fini, il n'aura plus jamais manqué de rien. En 1966, à 20 ans seulement, il fait un geste d'une audace folle pour l'époque. Il fait son coming out à la radio Europe 1. Il plaisante en direct, « Ma petite amie s'appelle Robert ». La France conservatrice des années 60 est sous le choc. C'est l'un des tout premiers coming out publics d'un artiste français. La presse fait l'autruche, les magazines comme Salut les copains refusent d'en parler, les producteurs le menacent. Sa carrière peut s'arrêter net. Mais Hervé ne renie rien. Il assume totalement. Il refuse d'être un étendard, mais il refuse aussi de mentir. Ça ne l'empêche pas de triompher pendant des décennies. Dans les années 70, il s'installe longtemps en Amérique latine, là où on l'adore le plus. C'est au Mexique qu'il rencontre Consuela, qu'il surnomme Lala. Une femme libre, fille d'enseignant du Chiapas, aux yeux noirs profonds qui voient l'homme derrière la star. Elle n'est pas impressionnée par la célébrité, elle n'a pas peur de ses cicatrices, de son passé, de son homosexualité revendiquée. Il tombe follement amoureux. Pour la première fois de sa vie, Hervé Villard rêve de famille, de normalité. Malgré tout, ils décident d'avoir un enfant ensemble. Ce sera Pedro, un garçon métis, beau et intelligent, qui rachèterait toutes les souffrances de l'enfance volée du chanteur. Lala tombe enceinte. Ils sont heureux comme jamais, ils parlent déjà du berceau, des prénoms, de l'avenir. Et puis, un matin ordinaire, l'accident. Une sortie de route, une voiture dans un ravin. Lala meurt sur le coup. L'enfant avec elle. Hervé est dévasté, anéanti. Notre enfant est mort avant de naître, écrira-t-il plus tard dans son autobiographie du lierre dans les arbres. Il met des années à prononcer son nom à voix haute. Cette perte le hantera toute sa vie, comme une malédiction. Des années plus tard, en 1979, dans l'avion Nice-Paris, il rencontre Kim Arlo, de son vrai nom Alexandra Giraud, danseuse au lido, mannequin sublime, blonde sculpturale. Nouveau coup de foudre, fulgurant. Ils vivent ensemble 16 mois de passion intense. Il lui demande 3 fois en mariage. Ils essaient d'avoir un enfant, sans succès au début. Leur histoire est joyeuse, lumineuse, presque trop belle. Et puis, la séparation arrive, douloureuse mais nécessaire à cause des tournées, des carrières. Ils restent en contact. Et en 1992, le téléphone sonne. Alexandra est morte subitement d'une méningite virale foudroyante. Elle était enceinte d'un autre. 2 fois, le destin lui a volé la paternité au moment où il y croyait enfin. 2 fois, la faucheuse a frappé. Il ne retente plus jamais. La porte se referme pour toujours. Il dira plus tard, « J'ai été passé si près, 2 fois. C'était une malédiction, une leçon, ou simplement la vie qui ne voulait pas. » À la fin des années 80, il apprend que le presbytère de la Solette, là où l'abbé Engrand l'avait sauvé enfant, est à vendre et en ruine. Il l'achète immédiatement, sans hésiter. Pendant 7 ans, il le restaure pierre par pierre, avec des matériaux récupérés dans des granges abandonnées, des pierres rapportées de ses tournées au Mexique, en Italie. Il y plante 2 oliviers symboliques, un offert par la ville de Capri dont il est citoyen d'honneur, l'autre par le pape Jean-Paul II en personne, en remerciement d'un don aux archives du Vatican. La maison devient son sanctuaire absolu. Pleine de livres, des milliers, de chaleur simple, de parquets qui grincent, de meubles anciens. Pas de luxe ostentatoire, juste la paix, la mémoire, le bruissement de la campagne. Il y vivra presque 30 ans, jusqu'en 2016, date à laquelle il le vend à une famille de 7 enfants, ne supportant plus la solitude après la mort de ses chiens, en particulier Célestin, son dernier compagnon fidèle. Sa grande folie, celle qu'il assume sans aucune honte, c'est sa collection de foulards Hermès. Plus de 400 carrés de soie, achetés dans les aéroports du monde entier, c'est moins cher, dit-il en riant, rangés comme des trésors dans des tiroirs spéciaux, étudiés, caressés, portés chaque jour. Chaque foulard est un voyage. Bangkok, New York, Lima, Rome. C'est ma folie, mon vice, ma beauté, confie-t-il à Libération. Il les noue autour de son cou avec une grâce infinie, comme une armure élégante contre le froid du monde. Certains valent plus de 1000 € pièce. La collection entière représente plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais pour lui, ce n'est pas du luxe, c'est de la poésie tactile. Sa fortune, les estimations sérieuses, basées sur les droits d'auteur, l'immobilier et une vie sans dette, tournent autour de 3 à 4 millions d'euros. Grâce à Capri, c'est Fini qui rapporte encore chaque année, grâce à des investissements immobiliers malins. L'appartement parisien acheté comptant il y a des décennies
le presbytère revendu avec une belle plus-value. Les articles satiriques de sites comme Mediamas qui le font milliardaire avec des restaurants, chez le gros Hervé, des parfums et des clubs de foot le font hurler de rire. Il n'a jamais démenti, ça leur fait trop de pubs gratuites. Il fait des dons anonymes à des associations pour orphelins dans le Cher, finance l'éducation musicale au Mexique en mémoire de Lala. En 2025, à 79 ans, il surprend encore le monde. Il monte sur les planches au Festival d'Avignon, off dans Charles Péguy, Ta mère et tes copines, J'en ai rien à foutre, une pièce provocante et improvisée mise en scène par la jeune Suzanne de Baek. Il y joue un poète mourant, mi-fantôme mi-philosophe, et livre des monologues déchirants sur la mémoire et la révolte. Et surtout, il repart en tournée avec les siens, une série de concerts intimistes qui commence le 28 novembre 2025 au Casino d'Arras et s'étend jusqu'en mars 2026, avec des dates à Vierzon, Vendôme, Paris au Café de la Danse du 12 au 14 décembre, Bruguière, Béziers. Des salles à taille humaine où il chante ses classiques mais aussi des choses nouvelles, entouré de jeunes musiciens qui le regardent comme un maître. Il y a eu des controverses aussi. En mai 2025, à Vendée-Uvres-les-Nancy, il s'est emporté contre l'acoustique et les écrans géants, certains l'ont traité d'arrogant. Mais ses vrais fans savent. C'est du pur Hervé, entier, passionné, incapable de tricher. Hervé Villard a survécu à tout, l'orphelinat et les viols, les abus qui laissent des cicatrices invisibles, les deux amours qui lui ont arraché le rêve d'être père, le racisme de l'époque contre son coming out, les hauts et les bas d'une carrière de 60 ans. Il a transformé la douleur en mélodie qui font encore pleurer des millions de gens à travers le monde. Il vit aujourd'hui entre Paris et de courtes escapades à la campagne, avec ses livres, ses foulards de soie, ses chiens, ses souvenirs qu'il a enfin apprivoisés. Quand on lui demande s'il a peur d'être oublié, il sourit simplement « Je l'ai déjà été plusieurs fois. Et je suis toujours là ». Hervé Villard nous rappelle que la vraie richesse, ce n'est pas l'argent qu'on affiche, c'est le silence qu'on arrive enfin à habiter, les blessures qu'on transforme en poésie, et les foulards de soie qu'on noue autour du cou pour se sentir vivant, élégant, protégé. Si cette histoire vraie, cette vie de résilience absolue vous a bouleversé, si elle vous a donné envie de réécouter Caprice et fini en pleurant ou de courir réserver une place pour sa tournée, likez cette vidéo, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines légendes, partagez-la à tous ceux qui aiment les destins qui font mal et qui élèvent, et dites-nous en commentaire quelle chanson d'Hervé Villard vous touche le plus. Capri, nous, revient, méditerranéenne, on lit tout. Merci d'avoir été là, on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire qui va vous retourner le cœur.